Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Josiane Bergeron, je suis directrice chez Réussir, qui est l'instance de concertation régionale en persévérance scolaire et en réussite éducative dans la région de l'Estrie. Je vous remercie d'être présents en si grand nombre ce midi. Là, vous êtes près de 400 personnes qui sont inscrites là, et qui sont en ligne avec nous. À l'aube des journées de la persévérance scolaire, on sent bien que le bien-être des jeunes est une préoccupation très importante pour plusieurs acteurs. Donc, on est très heureux de collaborer à l'organisation du webinaire de ce midi pour vous présenter les premiers résultats de l'enquête sur la santé psychologique des 12 à 25 ans. Je vous rappelle que cette enquête, elle avait pour but de documenter la santé psychologique sous différentes facettes dans le but d'outiller les différents milieux qui gravitent autour des jeunes dans la planification de leurs services et dans le développement de projets. On pense aux écoles, on pense aux maisons des jeunes, on pense aux organismes communautaires, aux réseaux de la santé et des services sociaux. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, j'inviterai la docteure Isabelle Sanson, directrice de santé publique en Estrie, à se joindre à moi pour vous adresser quelques mots. Oui, ça sera bref. Merci, Josiane, d'avoir bien mis la table et puis merci à tout le monde d'être là. Je voulais juste, évidemment, vous le savez, le lien entre la santé et puis la réussite scolaire et puis finalement, la santé, toute sa vie dépend d'un bon départ. Et puis, vous êtes très important dans la santé des jeunes pour tout leur parcours à venir, et tant au niveau professionnel qu'au niveau de la santé. Et puis, c'est pour ça qu'on va forer ces liens-là aussi avec le docteur Généreux. Je voulais remercier le docteur Généreux pour tout son travail qu'elle fait. Ça fait 4 ans qu'elle fait cette enquête-là. L'enquête change un peu d'année en année, elle s'ajuste avec les thématiques émergentes. Ses étudiants travaillent beaucoup à la soutenir, mais elle se met vraiment le cœur dans la main là, à travailler toute cette analyse de données et puis un PowerPoint qui va être fascinant. Je voudrais aussi remercier l'équipe parce que Dr Généreux est en Estrie, la direction de santé publique de l'Estrie, avec ses résultats, là, consulter les membres de l'équipe qui sont en travail avec les jeunes, qui travaillent à vous soutenir. Donc, ils ont regardé les résultats, puis ils sont aussi présents ici pour voir s'ils ont des compléments là, quand vous aurez vos questions. Et puis, les 3 autres directions de santé publique qui ont collaboré à l'enquête également, qui lui donnent plus de puissance, donc des données qui parlent un peu plus fort. Cette collaboration entre vous et la santé publique, bien, elle est là dans les données, mais elle sera aussi là pour des solutions. Il y en a déjà plusieurs solutions qui sont évidemment mises de l'avant, mais il va tous falloir continuer à mieux travailler ensemble pour la santé de nos jeunes et puis le futur de nos jeunes. Donc, c'est le mot que je voulais vous adresser. Puis, toute la place à toi, Mélissa, avec tes données. Docteur Généreux, à toi. Merci beaucoup, Isabelle. Merci pour ce mot d'ouverture. Juste avant de donner la parole à Mélissa, je vais juste vous rappeler quelques consignes techniques, se rappeler qu'on est en mode webinaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. On est nombreux, là, vous êtes, ça monte depuis tantôt, là, on est près de 500 personnes en ligne. Donc, vous comprendrez que la fonction lever la main, on ne l'utilisera pas non plus. On vous invite donc à inscrire vos questions en continu dans l'onglet questions-réponses qui se trouve en bas de votre fenêtre. À la fin de la présentation de Dr Généreux, on a prévu une période de questions, donc on pourra prendre là, plusieurs de vos questions. Et juste vous nommer que vous avez remarqué, le webinaire est enregistré, donc vous recevrez le lien d'enregistrement ainsi que tous les documents, donc la présentation PowerPoint, les faits saillants. Vous devrez recevoir ça là, dans les prochains jours pour avoir tout en main. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Dr Généreux, médecin conseil à la direction de santé publique en Estrie et professeur agrégé à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup et bon webinaire. Merci beaucoup, Josiane. Donc, je pense que tout le monde voit bien le PowerPoint au moment où on se parle. Merci pour toute la belle organisation. Puis on va rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai 40 minutes pour vous parler de pas mal de sujets qui sont assez intéressants concernant nos jeunes. Et j'espère qu'à la fin de la présentation, on aura la réponse à la question « Comment ils vont nos jeunes en ce moment ?» grâce à cette belle enquête sur la santé psychologique des 12-25 ans. Avant d'aller plus loin, je m'en voudrais pour remercier tous les partenaires de ce projet-là. Dr Sanson a commencé en parlant de la
précieuse contribution de nos externes en médecine qui viennent de la faculté de médecine à l'Université de Sherbrooke. Donc, à tous les mois de janvier, ils viennent sous ma supervision à la direction de santé publique de l'Estrie et c'est vraiment grâce à leur travail qu'on réussit à aller de l'avant avec ce projet-là d'année en année. Et comme ça a été dit, on travaille avec les directions de santé publique des Laurentides, Mauricie, Centre du Québec et Montérégie également. On a le réseau Réussir et les autres instances régionales de concertation en réussite éducative des 3 autres régions qui sont évidemment impliquées. Et cette année, on a la Fondation Jeunes en tête aussi, qui nous a donné un bon coup de main et qui va continuer à nous donner un coup de main pour la diffusion des données après ce webinaire-là. Donc, les 3 grands objectifs, je dirais aujourd'hui, c'est sûr que l'objectif 1, on va prendre un peu plus de temps à y passer. On va parler des différents enjeux vécus et rapportés par nos jeunes qui ont été sondés, nos jeunes de 12 à 25 ans de 4 régions du Québec. On va aussi brièvement regarder les pratiques qui, selon ces jeunes sondés-là, favoriseraient leur bien-être dans la prochaine année. Et on va terminer avec des pistes de solutions qui ont plutôt été réfléchies avec notre équipe de projet là, des différentes régions, à la lueur de ce qu'on a pu apprendre au travers de cette enquête-là. Donc, un petit rappel pour ceux qui connaissent moins le contexte de l'enquête, comme je disais un peu d'entrée de jeu, c'est que c'est depuis janvier 2020, à tous les mois de janvier, j'ai un groupe d'étudiants en médecine, des futurs médecins, c'est toujours des étudiants différents d'année en année. Et la première année, en janvier 2020, évidemment, on ne savait pas qu'il allait y avoir une pandémie à cette époque-là, mais c'était juste avant. Et on avait décidé de faire une enquête dans les écoles secondaires seulement de la région de l'Estrie. Et c'était un petit peu plus sur le vapotage et un peu sur la santé psychologique. En janvier 2021, on décide de reproduire l'enquête avec un accent un peu plus prononcé sur la santé psychologique parce qu'on avait un an de pandémie dans le corps et à ça, on a joint la région Mauricie-Centre du Québec. En janvier 2022, l'année passée, on a décidé d'étendre aux Laurentides et Mauricie, Centre du Québec et Montérégie, en plus de l'Estrie, et d'étendre chez les 12 à 25 ans, donc vraiment des jeunes qui fréquentent des établissements d'enseignement du secondaire jusqu'à l'université dans l'une de ces 4 régions-là. Et c'est exactement la même chose qu'on fait cette année en janvier 2023. Cette année, la collecte s'est faite du 17 au 26 janvier. Donc, vous comprenez que la dernière personne à répondre à cette enquête-là, c'est tout récent. Là, ça fait moins de 2 semaines. On a travaillé très fort pour essayer d'en extraire les principaux résultats qu'on vous présente aujourd'hui. On parle d'un sondage qui est en ligne, donc 10 minutes, français-anglais. Le but, c'est que ça soit court pour que les écoles aient le goût de participer et que le processus ne soit pas trop lourd. Comme je vous dis, c'est dans les 4 régions que j'ai déjà nommées, chez les 12 à 25 ans. N'importe qui fréquente un établissement d'enseignement du secondaire à l'université pouvait participer dans ces 4 régions-là. Et évidemment, le tout est fait sur une base volontaire anonyme, un peu comme si c'était un projet de recherche, mais ici, il faut vraiment le voir comme un projet qui est davantage un projet de santé publique là, qui vise à prendre le pouls de notre population des 4 régions. On a 6 blocs ou 6 grandes thématiques qui ont été explorées. Il y en a certaines qui sont nouvelles, d'autres qui reviennent d'année en année. Donc, santé psychologique, évidemment, c'est un incontournable depuis l'an 1. La consommation de substances, c'est vraiment sur la base des échanges qu'on a eus avec des partenaires scolaires, de la communauté et des travailleurs de la santé qui travaillent auprès des clientèles jeunesse, qu'on nous a dit que cette année, on voulait vraiment mettre un peu plus d'accent là-dessus, vapotage, consommation. L'utilisation d'écran, c'est un tout nouveau thème pour nous, donc lui, on l'a ajouté de toutes pièces. Vous allez voir des beaux résultats intéressants. L'attrait pour l'école, qui est un thème qui revient d'une année à l'autre. La conciliation études-travail aussi. Et finalement, mon thème probablement préféré parce qu'il nous amène un peu plus vers l'action, les pratiques qui favoriseraient le bien-être du point de vue des jeunes eux-mêmes. Donc, on rentre directement là, dans les premiers résultats. Donc, d'abord, on veut peut-être un peu vous décrire l'échantillon. L'an passé, on avait eu 33 000 jeunes de 12 à 25 ans. C'était quand même une année exceptionnelle. Cette année, on n'est quand même pas déçus avec près de 18 000 jeunes pour un total de 64 écoles ou établissements d'enseignement. Je vous dirais que, bon, on a 23 écoles publiques, c'est très bien, mais on en a peut-être un peu moins que l'année passée, alors qu'on a quand même une très bonne réponse des écoles privées là, dans les différentes régions. Plusieurs centres de formation professionnelle ou de formation générale aux adultes, le FP-FGA, quelques cégeps et l'université, je dirais que c'est surtout les 2 campus de l'Université de Sherbrooke et un petit peu l'Université Bishop. Donc, vous voyez que grosso modo, à peu près la moitié de notre échantillon provient de jeunes de la Montérégie, le quart à peu près de l'Estrie et l'autre quart peut être divisé entre les Laurentides et Mauricie, Centre du Québec.
Et je pense juste qu'il faut faire vraiment attention ici que, je le rappelle juste pour l'interprétation, qu'on parle d'un échantillon de convenance. Donc, ce n'est pas comme les grandes enquêtes québécoises là, qui prennent des mois organisés où on va vraiment sélectionner de façon aléatoire les écoles. Ici, on invite toutes les écoles des 4 régions à participer, puis les écoles qui lèvent la main peuvent y participer, puis celles pour lesquelles ça ne fit pas dans ce cadre-là en janvier peuvent passer leur tour, évidemment. Donc, ça fait qu'on a un échantillon qui n'est pas nécessairement représentatif de toutes les écoles, puis ça, je pense qu'il faut le garder en tête. Et c'est justement là où ça m'amène, c'est que si on regarde la deuxième bulle en haut à droite, on voit que parmi nos écoles secondaires, il y en a quand même 57 de nos jeunes au secondaire dans notre enquête qui provient d'une école privée contre 43 d'une école publique, alors que dans la vraie vie, on sait que c'est à peu près 15 à 20 des jeunes qui fréquentent une école privée. Donc, il y a clairement une surreprésentation des écoles privées dans notre échantillon et vous allez voir qu'à plusieurs reprises dans la présentation, je vais vous indiquer en quoi ça pourrait influencer les résultats qu'on vous présente. Sinon, je vous dirais que sur nos presque 18 000 jeunes, on en a 15 000 qui viennent des écoles secondaires, incluant ceux qui sont en parcours de formation professionnelle ou générale aux adultes. Et l'autre 2 500 proviennent plutôt des cégeps ou universités. On a pas mal un 50-50 gars-filles, à part au cégep université où on a un petit peu plus de filles que de garçons qui ont répondu. On a quand même 250 jeunes qui sont soit autre identité de genre, donc on pourrait dire des jeunes trans ou non-binaires. Vous allez voir, on est capable de dresser un petit portrait pour ces jeunes-là aussi. Et c'est franchement une très vaste majorité de répondants qui ont répondu en français au questionnaire plutôt qu'en anglais. Donc, on tombe directement dans le premier bloc, la santé psychologique. Là, vous allez voir qu'on peut faire des comparaisons dans le temps un petit peu plus. Donc, la première question toute simple, c'est qu'on demande aux jeunes comment perçois-tu ta santé mentale en général? Excellent, très bon, bon, passable ou mauvais. Donc, on regroupe passable ou mauvais comme étant une moins bonne santé mentale. Et ce qu'on voit, là, ici, je vous présente toujours les résultats de la même façon. Le premier bloc de colonnes, c'est au secondaire, incluant formation professionnelle ou générale aux adultes. Et le deuxième bloc, c'est pour les jeunes du cégep ou université. Et à chaque fois, les colonnes en vert, ça vous présente les différences selon le genre. Ensuite, vous avez une colonne foncée qui vous montre le total pour l'an passé et la colonne orange qui vous montre le total pour cette année. Donc, beaucoup d'informations, mais vous allez vous habituer au format des diapos. Donc, ce qu'on voit, je vous dirais, c'est que globalement, cette année, il y a une légère diminution du pourcentage de jeunes qui se perçoivent en moins bonne santé mentale que l'an passé au secondaire. Au cégep université, c'est assez similaire et on voit qu'il y a quand même des écarts selon le genre. Donc, les jeunes filles et les personnes trans ou non-binaires ont définitivement plus tendance à rapporter une santé mentale passable à mauvaise. Après ça, je me permets de nous ramener à l'Estrie parce que ce que je vous disais d'entrée de jeu, c'est qu'en Estrie, on a eu un premier temps de mesure qui était en janvier 2020. Donc, on avait un échantillon d'écoles secondaires qui ont répondu en Estrie en janvier 2020. Puis, ça fait 4 fois qu'on sonde les écoles secondaires dans cette région-là. Donc, on peut voir un peu, juste avant la pandémie à aujourd'hui, comment ça a évolué la perception de la santé mentale en général chez nos jeunes du secondaire. Et ce que ça m'amène à dire, ou est-ce que c'est une hypothèse, c'est que nos jeunes étaient beaucoup moins nombreux à rapporter une mauvaise santé mentale juste avant la pandémie, autour de 11 %. Ça l'a triplé pendant la pandémie en 2021-2022. Et on voit que là, ça l'a diminué, mais ça demeure quand même plus élevé que ce qu'on avait juste avant la pandémie. Ensuite, on va tomber un peu plus, pas dans les perceptions de sa santé mentale, mais plutôt dans les symptômes d'anxiété et de dépression. Je vais passer rapidement sur les 2 prochaines diapos, vous les aurez pour référence, mais c'est pour me rappeler de vous dire que quand on parle de symptômes d'anxiété, ce sont 7 symptômes différents qu'on a examinés, qui sont beaucoup des symptômes qu'on va examiner en clinique pour essayer de poser des diagnostics de troubles anxieux. Et on fait la même chose pour la dépression, mais cette fois-ci avec 9 symptômes de dépression qu'on examine à travers un questionnaire cette fois-ci. Donc, c'est important qu'on fasse la nuance que dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne parle pas de diagnostic d'anxiété-dépression, mais bien de symptômes modérés à sévères qui sont compatibles soit avec un trouble anxieux ou soit avec une dépression. Mais évidemment, ce ne sont pas des diagnostics, ce ne sont que des symptômes rapportés. Et justement, quand on combine la présence de soit de symptômes modérés à sévères d'anxiété ou de dépression, parce que souvent, il y a un chevauchement entre les deux, je vous ai dressé 2 lignes ici. La première ligne verte, c'est l'évolution de ces symptômes-là en 2022 selon l'âge, donc à partir de ceux qui ont 12 ans jusqu'à 25 ans. Puis la ligne orange, c'est de 12 ans à 25 ans, mais cette année.
Donc, vous voyez, quand on superpose les lignes, il n'y a pas d'énormes différences, peut-être des niveaux d'anxiété, dépression un petit peu plus faibles en 2023, mais ce qu'on constate surtout, c'est que l'anxiété et la dépression, en tout cas du moins les symptômes, augmentent assez rapidement de l'âge de 12 à 17 ans pour ensuite se stabiliser autour d'un niveau d'à peu près 50 %. Donc, à partir de 17 ans jusqu'à 25 ans, là, à peu près 50 % des jeunes rapportent grosso modo des symptômes modérés à sévères d'anxiété ou de dépression, ce qui est évidemment quand même assez élevé. Et si je ramène un peu à la même figure que pour la santé mentale en général, on voit que les symptômes d'anxiété ou de dépression semblent un petit peu plus faible que ce qu'on a pu observer l'année passée au secondaire et aussi plus faible que ce qu'on a pu observer au cégep université, mais ça demeure quand même que 4 jeunes sur 10 au secondaire rapportent de tels symptômes et un petit peu plus que la moitié au cégep ou à l'université. Et encore une fois, moi, je pense que ce graphique-là est particulièrement frappant. On voit à quel point nos jeunes filles et nos jeunes trans non-binaires sont beaucoup plus enclins à rapporter des symptômes d'anxiété, dépression à des niveaux qui dépassent largement le 50 % dans les deux cas. Et ça, c'est vrai autant au secondaire qu'au cégep université. S'il y a une diapo, moi, personnellement, qui vient me chercher le plus, je dirais que c'est celle-là. Parce que dans les 9 symptômes de dépression qu'on examine, il y en a un qui est ce qu'on va appeler les idées noires, c'est-à-dire avoir pensé qu'on serait mieux mort ou avoir pensé à se faire du mal au cours des 2 dernières semaines. Pas au cours de la dernière année, là, des 2 dernières semaines. Et ça a très peu changé depuis l'an passé. On a encore 1 jeune sur 4, autant au secondaire qu'au cégep ou à l'université, qui nous dit que oui, au cours des 2 dernières semaines, ça lui est arrivé de penser qu'il serait mieux mort ou de se faire du mal. C'est beaucoup. Encore une fois, et je mets l'accent surtout au secondaire, on voit à quel point nos jeunes filles et nos jeunes trans non-binaires sont beaucoup plus enclins à rapporter ce type de pensée noire-là. Et on a voulu creuser un petit peu plus cette année en se disant, est-ce que c'est juste le fait, juste de peut-être une fois dans les 2 dernières semaines avoir pensé qu'on serait mieux mort ou il y a une notion de récurrence ou d'omniprésence de ces idées-là? Et la réponse, c'est oui, en partie, parce que c'est 1 jeune sur 10 qui nous dit que ce type de pensée-là, non seulement il les a eues dans les 2 dernières semaines, mais il les a eues plus d'1 jour sur 2. Donc, il y a comme un noyau d'1 jeune sur 10 là, qui nous inquiète tout particulièrement. Et pas parce que je veux mettre de l'avant les disparités publiques-privées, mais parce que je pense que ça nous aide à mieux interpréter nos données vu qu'on a une surreprésentation du privé dans notre échantillon. Je voulais quand même vous montrer à quel point la santé mentale peut varier selon les écoles publiques et privées. Et ce qu'on voit, c'est que oui, dans les écoles privées, je dirais que grosso modo, la santé mentale semble un petit peu plus favorable que dans les écoles publiques, mais je ne pense pas qu'on peut conclure non plus que tout est rose dans les écoles privées. Là, on voit que c'est une problématique qui touche tout autant les 2 types de milieux. Où est-ce qu'on voit des plus fortes différences? Et là, je vais bien vous expliquer la figure parce qu'elle est quand même assez chargée. C'est les symptômes d'anxiété ou de dépression qui varient fortement selon le contexte familial. Ça, c'est un peu nouveau, cette façon de présenter-là cette année par rapport aux autres années. Donc, on a demandé aux jeunes à quel point tu es d'accord avec le fait que tu as une vie familiale heureuse, que tu peux parler de tes problèmes avec ta famille, avec tes amis ou avec un adulte à ton école. Puis pour ces 4 questions-là, on a comparé ceux qui disent qu'ils sont d'accord, que leur vie familiale est heureuse versus ceux qui sont en désaccord. Est-ce que leur niveau d'anxiété, dépression variait? Donc, si je vous le mets en d'autres termes, on peut dire que chez les jeunes qui ont une vie familiale heureuse, il y en a 28 % qui rapportent des symptômes d'anxiété, dépression, alors que chez ceux dont la vie familiale est moins heureuse, il y en a 70 % qui rapportent de l'anxiété, dépression. Donc, on voit vraiment le lien assez étroit entre le contexte familial un petit peu moins propice et les chances de rapporter de l'anxiété ou de la dépression. C'est aussi vrai pour les autres indicateurs que vous avez qui sont de pouvoir parler de ces problèmes avec différentes personnes. Et justement, pour ce qui est de parler avec des personnes de l'école, grosso modo, là, on a 1 jeune sur 3, c'est à peu près autant vrai au secondaire qu'au cégep université, 1 jeune sur 3 qui nous dit que oui, il se sent à l'aise de parler ou qu'il peut parler de ses problèmes avec un adulte à l'école. 1 sur 3, ça veut quand même dire qu'il y en a 2 sur 3 qui ne sont pas à l'aise. Et on a voulu aller voir c'est quoi les barrières justement pour consulter un intervenant en milieu scolaire. On a vraiment ciblé parmi nos jeunes qui vont moins bien, donc parmi ceux qui ont des symptômes d'anxiété ou de dépression. Et vous avez des lignes vert pâle, vert foncé selon qu'on est au secondaire ou au cégep à l'université. Et ce qui est quand même frappant, c'est de voir que la raison numéro 1 qui est évoquée pour ne pas consulter un intervenant en milieu scolaire, c'est parce qu'on aime mieux régler ses problèmes soi-même ou parce qu'on n'a pas trop confiance,
on sent que les personnes ne peuvent pas nous aider ou on est plus ou moins à l'aise avec ces personnes-là. C'est intéressant parce qu'on a aussi posé des questions sur la disponibilité des personnes. Est-ce que ces personnes-là sont accessibles ou est-ce que vous savez qui contacter? Et ce n'est pas tant ces raisons-là qui ont sorti, mais vraiment plus celles en lien avec le lien de confiance, l'aisance ou la préférence pour régler ses problèmes soi-même. Donc, ça, c'était pas mal le premier bloc. Maintenant, on tombe dans tout ce qui est vapotage et consommation. Encore une fois, on fait peut-être plus allumer des lumières ou soulever des hypothèses, mais on ne pourra pas aller en profondeur dans tout ce qu'on a et on reviendra plus tard avec une analyse plus approfondie. Donc, pour le vapotage, c'est un peu une question classique. Est-ce que tu as vapoté au cours des 30 derniers jours? Et selon ce qu'on a pu mesurer, on voit comparé à l'an passé, si on regarde le total 2023 au secondaire, il semble avoir une légère diminution du vapotage parmi nos jeunes qui ont été sondés comparativement à ceux qui ont été sondés dans notre enquête l'an passé, alors qu'au cégep université, ça serait un petit peu l'inverse. On voit aussi que les jeunes filles au secondaire semblent un petit peu plus enclines à vapoter que les garçons. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on demande aux jeunes ce serait quoi ton motif pour vapoter, le motif qui est le plus souvent évoqué, c'est pour se relaxer. Donc, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec le fait que nos jeunes sont si nombreux à nous rapporter de l'anxiété ou des symptômes dépressifs. Je reviens en Estrie parce que, comme je vous disais tantôt, on a mesuré en Estrie avant la pandémie en janvier 2020 jusqu'en janvier 2023. Donc, si on se ramène pour nos jeunes secondaires en Estrie et qu'on regarde l'évolution de janvier 2020 à aujourd'hui pour la question du vapotage, encore une fois, on aurait cette hypothèse-là comme quoi il semble avoir une proportion de jeunes qui vapotent qui serait en diminution selon les 3 temps d'enquête qu'on a fait. Mais comme je vous rappelle, c'est 3 échantillons différents, donc on n'a pas suivi les mêmes jeunes dans le temps, donc ça demeure plus ici au stade de l'hypothèse. Et ça semble vrai à tous les niveaux là, de secondaire 1 à secondaire 5. Maintenant, pour l'alcool, on a un peu le même son de cloche, je vous dirais. Donc, l'indicateur classique pour l'alcool, c'est de demander aux jeunes un épisode de consommation excessive, c'est quand vous avez pris au moins 5 verres en une occasion. Donc, ce type de consommation excessive-là, combien de fois c'est arrivé dans la dernière année? Et nous, on s'intéresse à ceux qui disent que ça arrive au moins une fois par mois dans la dernière année. Et ça, comparé à l'an passé, qui est la barre foncée versus la barre orange, on voit qu'encore une fois, il semble avoir une proportion plus faible cette année de consommation excessive d'alcool chez nos jeunes au secondaire et ça semble être aussi le cas chez nos jeunes cégep université. Pour ce qui est des différences selon le genre, là, au secondaire, ce n'est pas trop impressionnant, puis ça semble un peu plus fréquent, en fait, assez plus fréquent chez nos garçons, cette fois-ci, au niveau du cégep université. Et cannabis, on leur demande aussi, est-ce que tu consommes du cannabis et si oui, à quelle fréquence dans la dernière année? Et encore une fois, on voit que par rapport à nos données de l'an passé, la diminution est peut-être un petit peu moins frappante que ce qu'on a pu voir pour l'alcool, mais il semblerait quand même avoir une légère diminution par rapport à ce qu'on a observé l'an passé. Et le vapotage de cannabis, le fameux wax pen dont on a beaucoup entendu parler dans les derniers mois, ça, on demande aux jeunes plus, pas tant sur la fréquence, mais est-ce que tu as vapoté du cannabis dans la dernière année? Et ça, globalement, ce qu'on voit, c'est pour nos 4 régions réunies, là, on serait à peu près à 7 de nos répondants qui affirment avoir vapoté du cannabis dans les 12 derniers mois, avec nos jeunes trans non-binaires qui ont quand même une propension pour le vapotage de cannabis beaucoup plus élevée. Et on voit que ça semble à peu près les mêmes tendances là, au niveau de cégep université. On voulait quand même aller un petit peu plus creux parce que c'est sûr qu'à l'échelle du secondaire, on voit vraiment des tendances de secondaire 1 à secondaire 5 dans l'évolution des habitudes de consommation. Donc ici, le graphique est un peu différent, puis il vise à vous montrer pour nos 4 habitudes de consommation, vapotage, consommation d'alcool régulière, cannabis au cours de la dernière année et vapotage de cannabis. Pour chacun de ces 4-là, voir comment ça évolue du premier cycle, secondaire 1-2, du deuxième cycle, 3-4-5, la formation personnelle, professionnelle ou générale aux adultes, le cégep et l'université. Et c'est intéressant parce qu'on voit des tendances un petit peu différentes selon les types de consommation. Donc, pour le vapotage, et je dirais pour le vapotage de cannabis, vraiment, il y a un pic au niveau de la formation professionnelle ou générale aux adultes, mais on voit aussi une bonne différence entre le deuxième cycle et le premier cycle. Là, évidemment, ça semble beaucoup plus populaire au deuxième cycle. Pour ce qui est de l'alcool, du cannabis, on voit plutôt au contraire une popularité qui semble un peu aller en croissant là, au fur et à mesure qu'on vieillit, donc avec un niveau de consommation qui serait beaucoup plus fréquent au niveau de l'université.
Et cette diapo-là, encore une fois, ne vise pas à mettre l'accent sur les disparités publiques-privées, mais à quelque part, je pense que c'est quand même important de le reconnaître parce que ça vient influencer notre grande moyenne qu'on vous présente, parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'écoles privées dans notre échantillon. Donc, on voit que quand on regarde selon les deux types d'écoles, pour le vapotage notamment et le vapotage de cannabis, il y a vraiment des bons écarts entre le public et privé, en ce sens que, par exemple, pour le vapotage, 22% des jeunes de nos répondants au public rapportent vapoter, contre 9% dans les écoles privées. Et je les ai regardées école par école, puis je vous dirais que ça peut très varier d'une école à l'autre. Ça peut aller jusque dans les 30 quelques pourcents pour les écoles publiques. Et en général, pour le privé, ça peut être aussi bas que 5 jusqu'à peu près 15% selon quelle école privée est sondée. Donc, vous voyez un peu, là, les disparités sont quand même présentes, puis je pense qu'il faut en être conscient. Ça semble être le cas pour l'alcool, cannabis aussi, mais une disparité un petit peu plus frappée ou frappante pour le vapotage et vapotage de cannabis. Et vous allez voir que pour chacun des blocs, je trouve important de faire le lien avec la santé mentale parce que c'est quand même un peu le tronc commun ou l'aspect central de cette enquête-là. Donc, si on regarde chacune des habitudes de consommation et on la met en relation avec les symptômes d'anxiété, dépression, on voit qu'un semble lié à l'autre. Donc, par exemple, pour nos jeunes qui vapotent, on voit que 59% des jeunes qui vapotent rapportent des symptômes d'anxiété ou de dépression contre 34% des jeunes qui ne vapotent pas. Je dirais qu'au niveau du vapotage de cannabis aussi, l'écart est quand même assez frappant, 67% contre 35% d'anxiété ou dépression chez les jeunes qui ne vapotent pas de cannabis. On est déjà rendu au bloc 3, l'utilisation d'écran, ce qui est tout nouveau. Plus pour moi, comme je vous dis, ça va être plus difficile de faire des comparables dans le temps parce qu'on n'a pas, c'est la première fois qu'on le mesure. Mais vous allez voir que déjà, c'est quand même assez parlant. Donc, ce qu'on a fait, on a regardé 3 types d'utilisation d'écran, toujours en dehors des heures d'école. On a regardé la semaine et la fin de semaine. Ce n'est pas tout à fait le même contexte, même réalité. Donc, on a regardé le temps que les jeunes passent devant l'écran pour tout ce qui est émissions, téléséries, films. Ensuite, pour tout ce qui est jeux en ligne, gaming, jeux vidéo. Et le troisième, pour tout ce qui est clavardage, texter, réseaux sociaux, TikTok, etc. Et ce qui ressort, c'est que là, on parle des jeunes, des proportions de jeunes qui utilisent ces types d'écrans-là au moins 4 heures par jour, en dehors des heures d'école, autant la semaine que la fin de semaine. Donc là, on part quand même d'utilisateurs assez lourds là, de ce type d'écran-là. Et ce qui ressort définitivement, c'est que les réseaux sociaux, surtout au secondaire, sont quand même assez omniprésents avec presque un jeune sur 5 qui disent les consommer au moins 4 heures par jour, tous les jours, incluant les jours de semaine, en dehors des heures d'école. On a voulu creuser un petit peu la question des réseaux sociaux, justement, pour voir au niveau du secondaire, vu que c'est là que ça semblait le plus populaire, qu'en est-il des différences gars-filles, par exemple? Et on voit que ce soit la semaine, la fin de semaine ou la combinaison des deux, les filles sont vraiment plus portées, je dirais, à consommer de façon importante les réseaux sociaux comparativement aux garçons. Et comme je vous dis, c'est un peu difficile de comparer avec d'autres enquêtes parce qu'on se rend compte que ce n'est pas tant étudié à travers les grandes enquêtes pour le moment, ou en tout cas, nous, on n'a pas trouvé de données comparables, mais les quelques indices qu'on a d'enquêtes mesurées avant la pandémie nous montrent que clairement, pour les réseaux sociaux, ce qu'on observe ici semble plus fréquent que ce qui avait été observé dans d'autres enquêtes pré-pandémie, notamment chez les jeunes filles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a demandé aux jeunes, parmi toutes les sphères de ta vie, lesquelles sont impactées soit positivement, négativement ou pas du tout impactées par les différents écrans dans ta vie. Et autant les filles que les garçons, on dit naturellement que ça a un impact positif pour leur relation amicale et même pour leur loisir que de passer du temps devant l'écran. Les jeunes filles disaient même que pour les relations amoureuses, ça avait un impact positif. Par contre, un peu sans équivoque, autant les filles que les garçons ont nommé que leur sommeil est impacté négativement par les écrans, que leur réussite éducative est impactée négativement et pour les jeunes filles, la perception qu'elles ont de leur apparence aussi. Et encore une fois, on ne peut pas passer sous silence le lien potentiel qui peut exister entre le temps d'écran et la santé mentale. Et ce lien-là apparaît quand même de façon assez claire. Comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement un lien de cause à effet, mais clairement qu'on peut dire que, là, ici, on est chez les jeunes filles, mais chez les jeunes filles qui, par exemple, consomment beaucoup de réseaux sociaux, à au moins 4 heures par jour, on a 70%
d'anxiété ou de dépression ou de symptômes d'anxiété-dépression contre 41 de symptômes d'anxiété ou de dépression chez les jeunes filles du secondaire qui consomment moins de 2 heures par jour de réseaux sociaux. Donc, il y a quand même un lien, un gradient ici là, qui semble quand même assez évident. Et je ne le montrerai pas par souci de temps, mais on a regardé ce type de lien-là chez les garçons et il était tout aussi réel. C'est juste que chez les garçons, les pourcentages de symptômes d'anxiété ou de dépression demeuraient toujours un petit peu plus faibles parce qu'à la base, on a vu qu'ils étaient plus faibles dans ce genre-là. On est rendu au bloc 4, l'attrait pour l'école. Donc ça, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas grand-chose qui a changé, ce qui est quand même assez dommage. On aurait voulu que ça évolue favorablement. Donc, l'attrait pour l'école, c'est 4 petites questions qu'on utilise déjà depuis 2 ans. Donc, ce qu'on fait à l'école me plaît, j'aime ça aller à l'école, c'est intéressant, j'ai du plaisir. Donc, ça nous permet de calculer un score de niveau d'attrait pour l'école. Un score qui, à 1, veut dire j'aime vraiment pas l'école, puis à 5, j'adore l'école. Et ce qu'on sait, c'est qu'avant la pandémie, il y avait une grande étude qui avait été faite dans plusieurs écoles, mais de milieux défavorisés. Et le score d'attrait pour l'école était à ce moment-là de 3,13. Donc, ça, c'est un peu notre référent. Dans notre enquête de 2022 auprès des 4 régions, on était arrivé à un niveau d'attrait pour l'école à 2,94. Donc, il était plus faible que ce qui avait été mesuré avant la pandémie dans des écoles défavorisées. Et en 2023, je vous dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. On est à 2,99, donc c'est très, très similaire à l'an passé. Je veux quand même mettre l'accent sur le fait qu'au premier cycle, l'attrait pour l'école est quand même un peu plus élevé et il diminue au deuxième cycle et il remonte en formation professionnelle ou générale aux adultes. Puis ensuite, on est capable de créer une catégorie des jeunes dont le niveau d'attrait est sous la moyenne. Donc, on pourrait aussi appeler des faibles niveaux d'attrait pour l'école. Et ça, quand on regarde l'an passé à cette année, les 4 régions ensemble, on voit que ça n'a vraiment pas changé là, à tous les niveaux du secondaire, dans les écoles publiques, privées ou dans l'ensemble. Là, vraiment, on est à peu près au même niveau de jeunes qui ont un faible attrait pour l'école. De l'année passée à cette année. Donc, ce qui est signe que c'est pire qu'avant la pandémie et qu'il y a probablement du chemin à faire à ce niveau-là. Et encore une fois, si je fais le lien entre le faible attrait pour l'école et la santé mentale, vous voyez comme moi que le lien est assez clair ici aussi. Donc, les jeunes qui ont un attrait sous la moyenne ou un faible attrait pour l'école, 59 d'entre eux rapportent des symptômes d'anxiété ou de dépression contre à peu près 2 fois moins parmi ceux qui ont un meilleur attrait pour l'école. Est-ce que c'est l'attrait pour l'école qui affecte la santé mentale ou la santé mentale qui affecte l'attrait pour l'école? Là est la question. On ne peut pas, avec notre enquête, mettre ça de l'avant, mais c'est vrai que chez nos jeunes qui ont des symptômes d'anxiété-dépression, le score d'attrait pour l'école est définitivement plus bas que chez nos jeunes qui n'ont pas d'anxiété ou dépression ou moins en tout cas. Donc là, bloc 5, conciliation études de travail, vous allez voir, il y a quand même des choses assez troublantes, en tout cas surprenantes, on va dire comme ça. On avait posé ces questions-là l'an passé, puis ça, les chiffres ont radicalement changé. Donc l'an passé, je me rappelle qu'en secondaire 1, on avait 87 des jeunes qui disaient « je ne travaille pas », puis un 13 qui commençaient à travailler. Puis déjà, moi, je m'étais dit « ah, c'est 13 dès le secondaire 1, c'est beaucoup. » Mais là, cette année, on est à 54 dès le secondaire 1 qui disent déjà travailler, soit la semaine, la fin de semaine ou les deux. Et même en secondaire 1, ce n'est pas juste de travailler, il y en a 20 qui travaillent plus de 15 heures semaine. Dans notre échantillon, bien sûr, je ne peux pas prétendre que c'est partout comme ça au Québec, mais c'est quand même un indice comme quoi les jeunes travaillent plus que l'an passé déjà. Donc, vous voyez vraiment lequel les écarts, je vous laisse un petit peu regarder, mais c'est sûr que plus qu'on approche du secondaire 5, cégep aussi, le travail est très, très présent. C'est la vaste majorité des gens qui sont au travail et souvent à raison de plusieurs heures semaine. Et quand on demande aux jeunes, est-ce que ton travail, quelles sont les difficultés qui sont vécues en lien avec ton travail? Ce qui ressort majoritairement, c'est que les jeunes nous disent qu'ils ont moins d'énergie après le travail pour leurs devoirs ou leurs travaux scolaires, qui ont moins de temps à consacrer pour leurs loisirs, pour leurs activités sociales, les activités physiques ou qui sont fatigués à l'école. Donc, il y a quand même des éléments qui sont intimement liés au bien-être, à la santé mentale, donc c'est à surveiller de près. Le motif numéro 1, ça aussi, c'est nouveau cette année, on voulait leur demander qu'est-ce qui t'incite autant à travailler. Ça aurait pu être une pression de la société parce qu'on manque de main-d'œuvre, ou mes parents manquent de sous, je veux les aider, ou je veux augmenter mon sens de l'autonomie.
Tout ça a été un peu évoqué, mais vraiment le motif numéro 1, c'est pour me payer des choses dont j'ai envie. Donc, comme si ce motif-là, tout d'un coup, devient plus important qu'avant, en tout cas, attire davantage les jeunes à travailler aujourd'hui qu'ils le faisaient avant. Par contre, peut-être qu'il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est que le lien entre le fait de travailler beaucoup et l'anxiété, la dépression n'est pas si fort que ça, à mon avis. Donc, ceux qui ne travaillent pas du tout, on va parler de niveau d'anxiété autour de 46 puis ça va monter à 52 chez ceux qui travaillent plus de 15 heures semaine. Donc, on ne parle pas de gradient là, aussi frappant que ce qu'on a pu voir avec le temps d'écran, par exemple. Sinon, je dirais la dernière catégorie ou thème, ça va être les pratiques qui favorisent le bien-être, un sujet vraiment important parce que, comme je vous dis, c'est ce qui nous amène un peu à réfléchir à des pistes d'action, de prendre la peine de demander aux jeunes à eux-mêmes qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui t'aiderait à aller mieux. Encore une fois, on avait une série de 17 pratiques qu'on a identifiées avec plein de partenaires du milieu scolaire, de la santé communautaire. Et dans les 17, on a demandé aux jeunes de nommer lesquelles étaient les plus importantes pour eux. Et au secondaire, c'est assez intéressant de voir que numéro 1, ce qui ressort, c'est du sport, des activités sportives parascolaires, du plein air. On veut sortir, on veut faire des choses à l'école. La classe, c'est bien les cours, mais on veut aller en plein air, en nature. D'avoir des aménagements à l'école, des coins de détente, un peu des chill rooms aménagés par les jeunes, c'est assez populaire. D'avoir du soutien, peut-être moins psychologique, mais académique. Ça ressortit encore plus fort d'avoir du soutien académique ou du soutien pour le cheminement professionnel ou le cheminement scolaire. Les jeunes pensent que ça les aiderait à aller mieux au secondaire. Et au cégep université, ça ressemble, mais il y a quand même quelques petites différences. Ce qui me frappe surtout, c'est la pratique numéro 1 qui est identifiée par les jeunes au cégep université, c'est d'avoir l'occasion de créer des liens sociaux significatifs. Donc, on voit qu'au secondaire, ça ne ressort pas trop, mais cégep université, il y a probablement ces relations sociales-là qui s'effritent ou qui sont moins fortes, puis les jeunes aimeraient avoir l'occasion de tisser ce genre de lien-là. Sinon, le soutien académique revient, les coins détente, le plein air. Et à ça, les jeunes nous nomment aussi plus souvent au cégep à l'université qu'un soutien psychosocial, plus sur une base individuelle, les aiderait aussi grandement. Et ça, je parle des jeunes en général, là, pas nécessairement des jeunes qui présentent beaucoup de symptômes d'anxiété et dépression. Et par ailleurs, ça me rappelle de vous dire que quand on cible uniquement les jeunes qui présentent des symptômes d'anxiété et dépression, c'est à peu près les mêmes pratiques qui ressortent. Donc, même les jeunes qui souffrent un peu plus, qui vivent plus de détresse, nous disent que le sport, le plein air, les liens significatifs, tout ce que j'ai déjà nommé, les aiderait beaucoup, même peut-être encore, parce qu'ils sont plus nombreux à nommer ça que, par exemple, d'avoir du soutien psychologique ou des ateliers XY. Donc, je pense que c'est vraiment une combinaison de toutes ces pratiques-là qui peuvent être gagnantes pour nos jeunes, du moins selon ce qu'ils nous disent. Donc, là, la diapo qui vient, elle va être un peu chargée, mais on essaie de faire un effort en équipe de retenir peut-être 14 points saillants de ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, ça va être répétitif, mais pour être sûr que tout le monde, on repart avec les mêmes messages en tête. Donc, nos jeunes se portent mieux que l'an passé un peu, selon nos 2 enquêtes, mais pas autant qu'avant la pandémie. On a 4 jeunes sur 10 au secondaire, ou presque, et un petit peu plus qu'1 sur 2 au cégep à l'université qui ont des symptômes anxieux ou dépressifs. On a 1 jeune sur 4, malheureusement, qui rapporte des idées noires récentes, dont 10 qui les rapportent de manière soutenue plus de la moitié des jours. On a nos jeunes filles et nos jeunes trans ou non-binaires qui affichent un profil de santé mentale qui est particulièrement inquiétant. On a vu aussi avec nos données que l'environnement familial semble fortement influencer la santé mentale de nos jeunes et ça, c'est à prendre en considération. On a vu d'un autre côté qu'on a seulement 1 jeune sur 3 qui sent qu'il peut parler de ses problèmes avec un adulte à l'école. Donc, ça aussi, il y a quelque chose à forer là. Du côté de la consommation, on a vu que le vapotage et la consommation de substances psychoactives semblent toujours sous toute réserve, un petit peu moins fréquent dans ce qu'on a mesuré en 2023 qu'en 2022, surtout au secondaire. On a vu par contre que le vapotage, incluant le vapotage de cannabis ou de wax pen, c'est beaucoup plus fréquent dans les écoles publiques et les centres de formation professionnelle et générale aux adultes. On a vu que les jeunes vapotent surtout pour se relaxer et que ces jeunes-là sont d'ailleurs 2 fois plus enclins à présenter des symptômes d'anxiété ou de dépression. On a vu que près d'1 jeune sur 5 au secondaire passe au moins 4 heures par jour, la semaine et la fin de semaine sur les réseaux sociaux et que ce phénomène-là est un petit peu plus fréquent chez les filles. Que les jeunes eux-mêmes nous nomment que l'écran nuit à leur sommeil, à leur réussite éducative et pour les filles, à la perception qu'elles ont de leur apparence.
que l'attrait pour l'école, malheureusement, demeure aussi faible que l'an passé et que par rapport à la pré-pandémie, là, il semble avoir une diminution et que tout ça semble intimement lié à la santé mentale, que plus de la moitié des jeunes dès le secondaire 1 travaillent, dont 20% à raison de plus de 15 heures par semaine, et que finalement, nos jeunes mettent de l'avant des pratiques qui misent sur l'aménagement physique des lieux, sur l'offre d'activités et la qualité des liens avant toute chose pour les aider à aller mieux. Donc, tout ça nous amène à proposer quelques pistes de solutions. Je vais terminer là-dessus. Donc, on a des pistes qu'on a rassemblées qui ciblent un peu plus les milieux scolaires et communautaires. Donc, je les identifie rapidement, mais dans nos faits saillants, c'est un petit peu plus expliqué, puis on pourra peut-être en reparler dans la période de questions. Mais la base serait d'actualiser les pratiques identifiées par les jeunes et de continuer à les faire participer. Je pense que c'est important de les entendre et de faire avec eux plutôt que pour eux, que ce soit par des comités, des sondages, des consultations dans les écoles. Ensuite, il faut agir au niveau de la création d'environnements favorables, autant dans les écoles qu'au niveau de la communauté, par oui, des aménagements de coins de détente, une offre variée d'activités, que ce soit sportives, plein air, culturelles, sociales, de multiplier les occasions d'aller tisser ou renforcer des liens avec les autres, surtout dans les cégeps universités, et de créer des milieux qui sont particulièrement inclusifs et sécuritaires. Et j'ai entre autres une pensée pour nos jeunes trans ou non-binaires. Ensuite, ce n'est pas juste l'accès aux intervenants qui semble important, mais de renforcer le lien de confiance entre les différents intervenants scolaires et nos jeunes, de travailler, oui, sur l'environnement, mais aussi sur favoriser le développement des compétences psychosociales de nos jeunes. Et ça, il existe plein de superbes programmes comme le programme Hors-Piste pour favoriser ces compétences-là. Ensuite, instaurer une culture de bienveillance par des pratiques inspirantes. Et ça aussi, vous allez voir qu'on a un hyperlien qui vous amène vers des pratiques déjà toutes identifiées et qui ont déjà été étudiées et démontrées efficaces. Donc, on peut s'inspirer de ce qui existe déjà pour l'appliquer dans nos milieux. Ensuite, évidemment, c'est bien des mesures universelles, mais on veut cibler nos jeunes plus à risque. Je pense à nos jeunes filles, nos jeunes trans non-binaires, nos jeunes qui sont en transition du secondaire au cégep, ça a l'air plus difficile, nos jeunes qui viennent de contextes familiaux difficiles. Donc, est-ce qu'on peut faire des actions plus ciblées pour ces jeunes-là en prévention des troubles mentaux et bien sûr des activités préventives en lien avec le vapotage, peut-être un peu plus dans les milieux où il y a plus de jeunes qui vapotent, notamment les écoles publiques et les centres de formation professionnelle et générale aux adultes. Je pense on ne doit pas oublier les milieux familiaux. C'est vraiment un message fort qu'on veut lancer aujourd'hui. Donc oui, les écoles et les communautés ont leur rôle à jouer, mais les familles aussi doivent être impliquées. Donc, est-ce qu'on peut essayer de travailler avec les familles, les outiller pour favoriser un meilleur dialogue entre le jeune et sa famille, pour peut-être favoriser aussi des astuces pour mieux encadrer le temps passé devant l'écran, le temps accordé au travail, pour rééquilibrer un peu les différentes sphères de sa vie. Les parents sont démunis, souvent, ne savent pas trop quelles sont les ressources disponibles pour eux. Donc, on peut les accompagner là-dedans par des ateliers, des partages d'outils. Et je dirais que de façon générale, pour tous les milieux, il y a une réflexion à avoir, je pense, de société, puis sensibiliser nos jeunes sur la recherche d'équilibre entre les différentes sphères de vie. Est-ce que c'est normal d'accorder autant de temps aux écrans et au travail et peut-être moins à nos amis, nos relations familiales et l'intérêt qu'on porte à l'école, par exemple. On veut offrir peut-être aux jeunes des outils concrets pour les aider à se protéger des effets néfastes des écrans, puisqu'on a démontré qu'il y en avait, et de façon vraiment plus générale, travailler tous ensemble en action concertée pour la promotion du bien-être, incluant le milieu des affaires, la communauté, les écoles et, je le réitère, les parents et les jeunes eux-mêmes, évidemment. Donc, on a mis quelques ressources, parce que des ressources, il y en a. Plus on se met à chercher, plus on voit des trousses fantastiques. Là. Premier exemple, Fondation Jeunes en tête, des trousses pour les jeunes, pour les parents, les familles, les écoles. Et tous les sites que vous avez sous les yeux regorgent de ressources. Donc, on n'a pas à les créer, les ressources, elles existent déjà. Il faut peut-être plus savoir qu'elles existent et bien les utiliser, bien les mobiliser. Ce qui va suivre, c'est un rapport plus complet là, qui devrait suivre d'ici mars-avril, parce que vous comprenez que la collecte vient tout juste de terminer, puis on a mis un rush sur le webinaire. On a aussi la Fondation Jeunes en tête qui va nous aider à produire des feuillets par école pour les écoles qui ont participé. Donc, tout ça aussi va avoir lieu dans les 2 prochains mois. Puis, comme je disais, des présentations, des productions sur des thèmes plus spécifiques qui sont à venir aussi au cours de la prochaine année. Donc, ce n'est qu'un début. Donc, je termine en disant que je pense que la réponse à la question « Comment vont nos jeunes? » Ils vont un peu mieux, mais pas tant que ça. Il y a encore du travail à faire. Il y a des émotions négatives présentes. Il y a une perte de motivation à l'école. Certains qui adoptent des comportements à risque. Beaucoup de temps de travail et d'écran qui occupent une place importante dans leur vie. Donc, les jeunes se sont exprimés.
massivement. Puis je pense que c'est un devoir qu'on a de les écouter. Et évidemment, des actions sont nécessaires, comme je le disais, à tous les niveaux, incluant les écoles, les communautés et les familles. Donc, c'est ce qui mettrait fin à la présentation. J'ai mis des petites annexes à la fin quand vous aurez accès au PowerPoint pour d'autres graphiques là, qu'on a coupés faute de temps, mais qui pourraient vous intéresser aussi. Merci beaucoup, Mélissa. C'était super intéressant. Je suis certaine que les données, que les pistes de solutions nommées par les jeunes, nommées par l'équipe qui a travaillé avec toi dans tout ça, va certainement aider les différents milieux. On est rendu à la période de questions. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées, donc je vous le dis tout de suite, on n'aura certainement pas la chance d'y répondre à tous, mais on va faire de notre mieux. Donc, il y a ma collègue Sandra qui est avec nous qui va transmettre à Mélissa les différentes questions. Alors, Sandra, est-ce que tu as une première question pour nous? Oui, alors lorsqu'on parle d'idées noires dans le questionnaire, est-ce qu'on voulait cibler la présence d'idées suicidaires chez les jeunes? Et est-ce que c'était clairement explicité dans le questionnaire? Est-ce que les jeunes comprenaient ça dans ce sens-là? Très bon point. Merci pour la question. Non, je dirais que c'est important qu'on fasse la nuance. Là. Je ne pense pas qu'on doit retenir qu'un jeune sur 4 a des idées suicidaires, ce qui serait quand même encore plus inquiétant. Donc, les idées noires, on les appelle comme ça parce que c'est avoir pensé qu'on serait mieux mort, ce qui ne veut pas dire qu'on a une intention ou qu'on pense à un geste suicidaire. Donc, pour moi, la nuance, elle est très importante. Il n'est pas dit qu'il n'y a pas une partie, une proportion de ces un jeune sur 4-là qui, au-delà des idées noires, a des idées suicidaires. Et j'en profite un peu pour dire qu'on a un rapport de l'Institut national de santé publique qui vient de sortir en début de semaine, en cette semaine de prévention du suicide, qui justement fait état d'une hausse des comportements suicidaires chez justement nos jeunes filles entre 10 et 14 ans et 15 et 19 ans. Donc, plus de visites aux urgences pour idées ou tentatives de suicide depuis 2 ans, donc depuis la pandémie, ce qui concorde, on dirait, dans les tendances avec ce que je vous montre pour les idées noires, mais on parle quand même de 2 phénomènes qui sont différents, mais tout aussi inquiétants. Et je tiens à dire que dans le questionnaire, vu qu'on abordait quand même un sujet sensible qui pouvait raviver certaines douleurs, on a aussi offert les ressources que je vous ai présentées, on les a offertes aux jeunes à la suite des questions, là, sachant que ça fait remuer des émotions aussi. Merci. Une autre question, est-ce que l'enquête a permis de faire ressortir des déterminants, les déterminants qui seraient le plus importants aux yeux des jeunes pour les aider à créer un attrait pour l'école? Oui, la question de l'attrait pour l'école, c'est ça, ça fait partie des thèmes qu'on va forer un petit peu plus après. Là. Vous avez compris que la trame de fond ici, c'est que c'était vraiment la santé psychologique et chacun des blocs a été lié ou croisé avec la santé psychologique, mais le même exercice peut définitivement être fait pour l'attrait pour l'école, en tout cas du moins avec les données qu'on a collectées. Donc ça sera fait dans un autre temps. Là. Il y a un webinaire qui s'en vient dans les prochaines semaines dans le cadre des journées de la persévérance scolaire. Donc, j'en dirai pas plus, là, mais il y a des choses qui s'en viennent et on va regarder ça plus en détail. Donc, très bon point. Merci beaucoup. Lorsque les résultats ont été présentés sur l'utilisation des écrans, la question est arrivée de savoir où sont rendus les jeunes d'autres identités de genre, parce qu'ils n'étaient pas tant représentés dans les graphiques. Donc, est-ce qu'ils ont été exclus? Est-ce que les résultats sont disponibles dans les annexes? Qu'est-ce qu'il en est? Oui, de mémoire, je pense que je les avais enlevés parce que ça faisait un graphique trop chargé, mais de mémoire, ça va être dans le rapport là, définitivement. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais de mémoire, vraiment, ça suivait la tendance garçon plus faible, filles et personnes trans non-binaires encore plus élevées là, de rapport à l'écran, de consommation d'écran. Il y a plein d'autres choses qu'on a regardé. On a regardé la consommation d'écran selon le type d'école publique-privée, selon le contexte de vie familiale, puis un peu la même tendance qu'avec la santé mentale. Plus les contextes familiaux sont difficiles ou plus les indices qu'on est dans un milieu socio-économique plus défavorisé, tout ça tendait à être associé à une plus grande consommation d'écran aussi. Donc, juste en soi, la consommation d'écran, ça aussi, à mon avis, ça mérite d'être creusé beaucoup plus. On pourrait en faire un rapport juste là-dessus. Et je pense que c'est très préoccupant et qu'il y a une discussion à entamer et certainement pas à conclure aujourd'hui à ce sujet-là.
Et donc, l'enquête soulève beaucoup de possibilités à explorer davantage selon les intentions de chacun des milieux, apparemment. Une question pour savoir si l'enquête permet de faire une corrélation. Dans le fond, il est nommé que les jeunes qui consomment du cannabis pour calmer... Est-ce que les jeunes consomment du cannabis pour calmer leurs symptômes anxieux ou est-ce qu'il y a des symptômes anxieux qui découlent du fait de consommer du cannabis? Est-ce que ça a été étudié dans l'enquête? Est-ce qu'il y a des résultats à ce sujet-là? Ça, je vais répondre brièvement, mais j'inviterai aussi si j'ai des collègues qui veulent renchérir parce que le dossier de la consommation en soi, c'est énorme, puis il y a des super experts dans la salle qui sont avec nous de santé publique. Mais pour revenir plus aux données d'enquête, c'est ce qu'on appelle une enquête transversale dans le sens que tout a été mesuré en même temps. Donc, la poule ou l'œuf, ce n'est pas toujours évident. Puis, je pense que dans les deux hypothèses se valent. Est-ce qu'on consomme pour calmer son anxiété ou est-ce que l'anxiété ou la consommation augmente, contribue à augmenter. Donc, lequel est venu avant l'autre, je pense que c'est très difficile à dire, mais il en demeure pas moins que les jeunes nous disent qu'ils consomment pour se relaxer. Ça, c'était plus pour le vapotage. On a posé aussi la question sur les motifs de consommation pour les substances psychoactives et à ce niveau-là, il y avait un petit peu plus d'éléments de je le fais par curiosité, je le fais pour le high, pour être euphorique, mais il y avait aussi cet élément-là de je le fais pour relaxer. Donc, la poule ou l'œuf, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on est plus dans un cercle vicieux qu'on consomme pour se relaxer, ça ne marche pas tant, l'anxiété est là, puis probablement que les gens souffrant de certaines problématiques de troubles mentaux ou de symptômes sont plus aussi prompts à consommer. Donc, je ne sais pas si mes collègues voudraient renchérir là-dessus. S'il y a un collègue de la santé publique qui aurait voulu renchérir, il faudrait simplement lever votre main pour qu'on puisse vous donner un droit de parole. Mais peut-être qu'en attendant, on peut passer à une prochaine question. Puis si c'est le cas, je vous invite juste à lever la main, là, les collègues de la santé publique en Estrie, puis je pourrai libérer votre micro. De toute façon, dans le fond, c'était par rapport à l'enquête. L'enquête ne permet pas de savoir si c'est la poule ou l'œuf, comme tu dis. Donc, dans les données comme telles, on n'avait pas cette information-là. Est-ce que dans l'enquête, il y avait des questions sur la perception de l'isolement social cette année? Et est-ce qu'on était capable de faire un lien avec les habitudes des jeunes? Oui. Non, pas spécifiquement. Il existe des questions que j'ai déjà posées dans d'autres enquêtes sur le sentiment de solitude ou des trucs comme ça. On ne l'a pas demandé précisément. Je m'en mords un peu les doigts. C'est juste qu'il fallait faire des choix. Il y avait tellement de questions. Bon, on tenait vraiment à ce que ça rentre dans 10 minutes, mais je me suis passé la remarque ce matin que si c'était à refaire une prochaine année, ça pourrait être un thème qu'on explore un peu davantage. Ceci étant dit, on a quand même une question sur est-ce que je sens que je peux parler de mes problèmes avec mes amis? C'est un peu indirect et c'était autour de 60% des jeunes qui nous disaient qu'ils étaient d'accord avec le fait qu'ils peuvent parler de leurs problèmes avec leurs amis. Donc, il y a quand même un 40% des jeunes qui ne pensent pas ça ou qui ils ne seraient pas prêts à dire que c'est facile de parler de leurs problèmes. Donc, est-ce que c'est un isolement ou en tout cas un problème de dialogue? Je ne sais trop. Puis, je peux peut-être ajouter cet élément-là. La question de je peux parler de mes problèmes avec mes amis, on l'avait demandé aux jeunes secondaires en Estrie en janvier 2020. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a une diminution des jeunes qui trouvent que c'est facile de parler de leurs problèmes avec leurs amis entre janvier 2020 et aujourd'hui, si je compare les jeunes secondaires de l'Estrie en janvier 2020 et aujourd'hui. Donc, moi aussi, j'ai l'impression que cette notion-là d'habileté sociale, de qualité du lien social. Puis un autre indice aussi, je trouve, c'est de dire, je passe 4 heures par jour devant les écrans dans les réseaux sociaux et ça, c'est bien pour mes relations sociales. En tout cas, ça montre quand même que les jeunes ont tendance à croire que ça les aide, donc que ça les satisfait en quelque sorte, aussi qu'ils trouvent satisfaction dans leur relation d'amitié via une plateforme virtuelle plutôt qu'en présentiel. Donc, en tout cas, il y a plusieurs indices, je vous dirais, comme quoi, moi, j'ai l'impression que la qualité du lien social en vrai, là, comme dans l'ancien temps, comme on dit, c'est peut-être un peu effrité, mais ça demeure des hypothèses. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Est-ce qu'il y a une mesure sur l'attrait à l'école pour ce qui est du cégep et de l'université?
Oui, on a été délinquants cette année. C'est que cette mesure-là, c'est Christelle Tardif-Grenier. C'est une chercheure, je crois, de Montréal. En tout cas, bref, on est en lien avec elle depuis 2-3 ans, qui nous avait proposé les 4 questions. C'est elle aussi qui les avait utilisées là, pour l'étude pré-pandémique dont je parlais tantôt. Puis, on nous avait vraiment conseillé de les utiliser davantage pour les jeunes au secondaire. Mais cette année, on s'est dit, bon, c'est quand même des questions qui font sens, à mon avis, pour les jeunes du cégep université. Donc, on l'a demandé. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les jeunes ont un attrait pour l'école beaucoup plus élevé au cégep et à l'université. Et ça aussi, ça sera dans le rapport, mais on était à des niveaux bien au-dessus de ce qu'on observe au premier, deuxième cycle, par exemple. Ce qui est tant mieux. Ce qu'on voit, dans le fond, c'est que la façon que je le comprends, un peu comme à la formation formation professionnelle ou générale aux adultes, vu que c'est un peu plus ciblé, il y a quand même un choix de se rendre là, c'est un parcours qui est plus en lien avec nos intérêts. C'est relativement logique de voir que j'ai peut-être plus de plaisir à l'école. Même chose pour le cégep université, il commence à avoir quelque chose de plus ciblé, un choix qu'on a fait de se rendre dans certains programmes. Donc, ça pourrait probablement expliquer que l'attrait pour l'école s'envoie un peu rehaussé comparativement au deuxième cycle du secondaire où peut-être qu'on commence à avoir hâte justement de s'enligner dans un parcours qui est plus près de nos champs d'intérêt spécifiques. Merci. Alors, étant donné l'heure qui avance, on va passer à une dernière question. Dans l'enquête, on parle de temps d'écran associé à tout ce qui est divertissement davantage, pratiques individuelles et personnelles. Est-ce que la question, en fait, c'est est-ce que ça serait aussi pertinent, dans une prochaine édition éventuellement, de mesurer les impacts sur la santé mentale des jeunes de l'utilisation dite constructive? Donc, dans le terme de l'école, dans le cadre de l'école, dans le cadre des travaux, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être mesuré et pertinent? Tout à fait. Hein. Je pense qu'on y allait un peu en mode exploratoire cette année. Comme je vous dis, c'est des premières fois qu'on posait les questions, puis on s'est fié sur des enquêtes pré-pandémiques là, pour aller trouver les bonnes questions, mais on partait vraiment d'un peu de zéro là, en termes d'aisance avec ce champ-là, puis comment mesurer. Mais en effet, le but, c'est pas de démoniser l'écran. L'écran fait partie de nos vies. D'ailleurs, on est tous en train de se parler via un écran, puis on est bien content de pouvoir être aussi nombreux ensemble en ce moment. Donc, tout n'est pas négatif. Même les jeunes eux-mêmes nous nomment qu'il peut y avoir des aspects positifs. Donc, de peut-être forer un petit peu plus ça, puis de voir la place des écrans dans les écoles et peut-être l'équilibre à aller rechercher. Oui, définitivement. Puis je pense que de mémoire, ça avait même été soulevé, là, cet intérêt-là par nos partenaires scolaires de forer encore plus, mais on a dû faire des durs choix là, pour que ça rentre dans de 10 minutes. Ce qui est vraiment notre contrat moral avec les écoles, là, de leur permettre que ça ne dure pas trop longtemps l'enquête pour qu'ils puissent la faire passer sur les heures de classe et favoriser un meilleur taux de participation. Merci beaucoup, Mélissa. Merci à toi, Sandra. Je le sais qu'on n'a vraiment pas pu répondre à toutes vos questions. Elles sont nombreuses. Peut-être que vous trouverez réponse là, dans le PowerPoint, dans les faits saillants, éventuellement dans le rapport. Je souhaite remercier Mélissa d'avoir pris ce temps pour être avec nous aujourd'hui, vous présenter les résultats. Merci à toi, Mélissa, aussi pour ton intérêt marqué là, pour la santé et le bien-être de nos jeunes. Je suis certaine que les données vont être très utiles pour les différents milieux. À titre de rappel, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont branchés un petit peu plus tard, vous rappelez qu'en suivi au webinaire d'aujourd'hui, tous les gens qui ont participé ou qui se sont inscrits au webinaire, vous allez recevoir le lien de la présentation, le PowerPoint, les faits saillants. Dr. Généreux accepte de rendre disponible également le questionnaire. Donc, on va vous envoyer aussi le questionnaire en français et en anglais. Donc, vous aurez tous les éléments avec vous. On vous rappelle qu'il y aura aussi des portraits pour les établissements d'enseignement qui ont participé à l'enquête, qui vont être produits dans les prochaines semaines, différentes activités de diffusion qui ont lieu dans les différentes régions participantes en collaboration avec les directions de santé publique. Finalement, j'aimerais aussi mentionner que je sais qu'il y a des journalistes qui se sont branchés avec nous là, ce midi. Vous avez été invités à vous joindre à une table éditoriale en suivant le webinaire de ce midi. Donc, on va vous inviter à vous brancher sur l'autre lien. Alors, Mélissa, encore une fois, un gros merci à toi. Ça fait plaisir. Je suis en train de tout copier-coller les questions-réponses. Je n'étais pas sûre si on allait les garder. Je vais toutes les regarder une par une. Je trouvais qu'il y en avait des super bonnes. Donc, merci aussi d'avoir été si nombreux. C'est toujours le fun de voir qu'on est une belle grosse gang au Québec à s'intéresser au bien-être de nos jeunes.